Donc le contrôle, ce sera donc jeudi prochain pour le groupe qui sera présent et mardi d'après pour vous. Donc ça portera sur 3 choses. Il va y avoir des limites de fonction, surtout alors un peu de limites de fonction, évidemment de la loi binomiale, et peut-être quelques dérivés, quelques fonctions à dériver, d'accord, quelques calculs de dérivés. Voilà. Je vous ai mis sur la BOMEP une séance sur les calculs de dérivés. Donc vous en avez une à faire, je ne sais plus, j'ai limité un peu la durée, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis comme durée. Et vous regardez, c'est écrit quand vous vous connectez. C'est bon ? Je sais pas. Ce sera peut-être, je pense que ce sera peut-être un peu plus d'1 heure, mais peut-être pas, peut-être ce sera 1h15, 1h30, on va voir. D'accord, suivant où on en est. J'ai entendu hier aux infos que les syndicats de profs avaient demandé au gouvernement de repousser l'épreuve de spécialité à la fin d'année. Pour l'instant, on n'a pas d'information. C'est une demande de la part des syndicats enseignants, mais est-ce que ça va être suivi? Est-ce que ça va être annoncé? Je pense qu'ils avaient de toute façon prévu en début janvier de refaire un bilan pour savoir où on était, s'il y avait eu... Mais clairement, c'est assez général que les profs disent que les élèves ont du mal à être prêts pour l'épreuve, vu la situation, etc. Il y a des lycées qui font 1 fois sur 2 et qui refont 2 fois la même chose, donc ils avancent 2 fois moins vite. Nous, on fonctionne un peu différemment, mais malgré tout, c'est pas le fonctionnement normal. Donc on en saura un peu plus tard. Oui. Si c'est en fin d'année, par rapport à Parcoursup, ça veut dire que si c'est en fin d'année, ça veut dire que Parcoursup, ça ne comptera pas dans Parcoursup, a priori, à moins qu'ils changent la méthode et qu'ils disent que ça pourrait être complété après pour une décision finale, j'en sais rien, mais à mon avis, ça va faire comme avant, c'est-à-dire l'année dernière, Parcoursup, c'était que le contrôle continu. Il n'y avait pas d'épreuve, le baccalauréat il se passait en fin d'année, jusqu'à l'année dernière, et donc on faisait Parcoursup sur les dossiers scolaires des élèves, donc ça risque de continuer à faire ça, si jamais c'est repoussé en fin d'année. Mais c'est sûr que l'idée du gouvernement, c'était de faire des épreuves de spécialité au mois de mars pour que ce soit pris en compte dans Parcoursup et que ça fasse une photographie un petit peu de vos 2 disciplines les plus de spécialité. On fera, voilà, on ne sait pas, on va voir ce qui va se passer. C'est sûr que pour nous, ça nous demande un peu de courir tant que la décision va prise. Si jamais c'était repoussé en fin d'année, on pourrait un petit peu repasser un peu plus de temps sur chaque chapitre. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui est envisagé. Allez, on a l'exercice donc numéro 53. Donc il y avait 3 fonctions, il fallait étudier la dérivabilité et dériver ces fonctions. Donc 53, page 240. Alors, on avait quoi? On avait f de x qui est égal à 1 sur 3x carré plus 9x plus 6. On avait g de x qui est égal à racine carrée de x plus 3 à la puissance 4, et puis h de x qui était un quotient, qui était le quotient 3x moins 5, je crois, sur exponentielle de 3x moins 5. Bien. On nous demandait dans cet exercice de donner, c'était pas vraiment étudier la dérivabilité, c'était donner l'intervalle sur lequel la fonction est dérivable. Alors ça sous-entend, c'est un peu bizarre d'ailleurs, parce qu'ils disent donner l'intervalle, et je trouve que c'est une faute là qui est écrite dans l'énoncé. C'est pas nécessairement un intervalle, l'ensemble de dérivabilité, ça peut être une réunion d'intervalles. Or, une réunion d'intervalles n'est pas un intervalle. Mais peut-être qu'ils ont fait en sorte, j'ai pas regardé le corrigé, que ça donnerait un intervalle à chaque fois. Mais souvent on dit plutôt quel est l'ensemble des dérivabilités, plutôt de dire quel est l'intervalle sur lequel c'est défini. C'est surtout celui-là qui peut poser un problème, mais peut-être que ça ne pose pas de problème.
Peut-être que ça pose pas de problème. Bon, bref, on va voir. Alors, on commence par la première. Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce que vous avez raconté, vous, pour... Vas-y, Léo. J'ai cherché quand est-ce que le dénominateur est conjugué à 0. Exactement. Donc, en gros, on sait que cette fonction, c'est un quotient, c'est une inverse d'une fonction polynôme second degré. Et donc, pour une fonction inverse, pour la 1 sur u, pour une fonction de la forme 1 sur u, pour être dérivable, il suffit juste que la fonction u soit dérivable, et ça c'est une fonction polynôme second degré, donc elle est dérivable sur R, et il faut qu'elle ne s'annule pas. Donc on va regarder quand est-ce qu'elle s'annule, et si on trouve des valeurs pour lesquelles elle s'annule, ce sera des valeurs pour lesquelles la fonction ne serait pas définie, et donc elle ne serait pas dérivable. Donc on pourrait ici dire que f est dérivable si et seulement si 3x carré plus 9x plus 6 est différent de 0. En fait, il suffit que ce soit différent de 0 pour être dérivable sur un ensemble. Donc je l'écris comme ça, et donc évidemment on va regarder quand est-ce que, quand est-ce que c'est égal à 0 pour voir s'il y a des valeurs pour lesquelles la fonction ne serait pas définie et donc pas dérivable. Alors, comment tu as fait, Léon? Le discriminant, c'est une équation du second degré, donc on donne les valeurs de A, B, C. A égale 3, B égale 9, C égale 6. Je vous conseille de le faire à chaque fois, surtout si vous écrivez la formule. Si vous écrivez que delta c'est B carré moins 4AC, même si on sait ce que ça raconte, n'oubliez pas que quand vous résolvez un exercice, quand vous écrivez un exercice, l'objectif c'est d'être convaincant, il faut que quelqu'un qui vous lise comprenne ce que vous faites. Si vous mettez ça, il faut avoir indiqué ce que c'était que les coefficients ABC. B carré moins 4AC, 9 au carré moins 4 fois 3 fois 6, tu as trouvé que ça faisait 9? Ok. Ouais, celui-là il va poser problème par exemple, ce ne sera pas un intervalle l'ensemble de dérivabilité. Bon. Et donc, comme delta est strictement positif, tu as 2 racines, tu as trouvé combien? On ne les met pas les formules là? Moins 2, moins 1. Voilà les deux racines, x1 égale moins 2, x2 égale moins 1. F est dérivable si et seulement si cette fonction polynôme ne s'annule pas. Or, cette fonction s'annule cette fonction polynôme s'annule en x1 égale moins 2 et en x2 égale moins 1. Autrement dit, il y a deux valeurs pour lesquelles elle n'est pas définie et pas dérivable. Et donc, quel est l'ensemble de dérivabilité de f? Voilà. R privé de moins 2 et moins 1. Et ça, ce n'est pas un intervalle. Parce que ça, c'est une réunion de combien d'intervalles? 3 intervalles. De moins l'infini à moins 2, union moins 2, moins 1 ouvert, union moins 1 plus l'infini ouvert. Il y a bien une réunion de 3 intervalles. Donc vous voyez que là déjà, il y a quand même une erreur dans l'énoncé quand ils te disent donner l'intervalle sur lequel, c'est pas donner l'intervalle, c'est donner l'ensemble. Ok, donc là j'ai déjà plus de place, ça m'a déjà pris tout ça, c'est pas grave. Donc, maintenant, dérivons. Pour tout x appartenant à R privé de moins 2 et moins 1, dérivons cette fonction. Donc f' de x égale, alors qui me le fait? Qui me dit comment il a dérivé ça? Et alors c'est là où on prend nos formules, on se dit, ça c'est une fonction de la forme plutôt 1 sur v. On disait 1 sur v dans la formule? Ou 1 sur u, 1 sur v, 1 sur u. Peut-être qu'il y en a qu'on dit que c'était u sur v, mais c'est un peu dommage, puisque là on a vraiment un inverse là. Donc c'est mieux de voir peut-être du 1 sur v. Alors, qui veut essayer? Oui, Andrea? Ça fait moins x sur u au carré. Oui, donc ici, ça va nous donner directement moins 6x plus 9 sur entre parenthèses, 3x au carré plus 8x plus 6. exact. On se pose la question, est-ce qu'elle a une forme adaptée à l'étude, et en particulier à l'étude de sin? Bah oui, c'est parfait. C'est l'opposé d'une fonction du quotient d'une fonction affine par le carré d'une fonction polynôme second degré. C'est super pour étudier le sin, on n'aurait pas de problème. C'est bon? Donc en une ligne, pas besoin de justifier la formule que vous utilisez. À vous de bien la dériver. Vous m'arrêtez s'il y a des questions, vous ne laissez pas des questions en suspens. C'est des petites choses comme ça que je vais vous demander aussi au contrôle. Donc voilà, là on se réentraîne un peu. C'est important de savoir le faire. Ok, ensuite, racine de x plus 3 à la puissance 4. Donc, finissez vite d'écrire, je vais effacer là pour avoir la place.
Je vais le faire ici, je me le redonnerai après. Donc g de x est égal à racine de x plus 3 à la puissance 4. Ok, alors cette fonction, elle est de quelle forme? C'est la forme d'une... De quelle forme? Une puissance. Alors on peut voir ça comme une composée, mais c'est une puissance, c'est du u puissance n. N'oubliez pas que, évidemment, une u puissance n, c'est une composée, hein, c'est la composée d'une fonction u avec la fonction x puissance n. Mais on l'a vu ça déjà l'année dernière, je vous l'avais déjà posé, et vous l'avez dans votre tableau, on sait dériver u puissance n. La dérivée du puissance n, c'est n, u', u puissance n moins 1. D'accord? Donc, ok, c'est de la forme u puissance n. À quelles conditions une fonction de la forme u puissance n est dérivable? Quand n, attention, est positif. Si n était négatif, ça créerait un inverse, et donc ça créerait une difficulté. Mais si n est positif, si la puissance est positive, une fonction de la forme u puissance n sera dérivable, si et seulement si u est dérivable. Donc il suffit en gros de se dire, la seule problématique va venir de u. Et u, quand on regarde u, c'est racine de x plus 3. Mais c'est une somme, bon 3 c'est dérivable partout, c'est une fonction constante, et racine de x, c'est une fonction de référence. Donc on sait sur quoi elle est dérivable. Elle est dérivable sur r plus étoile. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de vraiment ici justifier, on va seulement donner, d'ailleurs il demandait seulement de donner la dérivabilité ici, enfin l'ensemble de dérivabilité, donc ici c'est r plus étoile. Comme puissance d'une fonction dérivable sur r plus étoile. Hein. D'accord? On pourrait lui dire comme ça, si vous voulez. Si on vous demandait de justifier la dérivabilité, vous diriez g est dérivable sur r plus étoile comme puissance positive d'une fonction dérivable sur r plus étoile. Pour tout x appartenant à r plus étoile, que vaut g' de x. Léo, tu nous diras ce que tu as trouvé, celui-là? Tu l'as pas fait? Non. Léo. Bah alors c'est dommage. On va trouver le temps. Il faut trouver le temps de le faire. Je sais que je vous en demande peut-être, vous avez peut-être l'impression que je vous en demande beaucoup, mais c'est comme ça. Pour l'instant, on est un peu pris par le temps. Et donc, il faut être très régulier. Mathéo, tu me dis ce que tu as trouvé? 4 sur 2 racine de x fois, entre parenthèses, racine de x plus 3, puissance 3. Hop, je vais l'écrire en dessous. Je pense que ce que tu m'as dit, ça a l'air pas mal. Donc, tu m'as dit 4 racine de x, non, 4 sur 2 racines de x, fois, entre parenthèses, racine de x plus 3. Et tout ça au-dessus. Vous êtes d'accord? Elle est là la formule n u' u puissance n moins 1. Le n, c'est donc la puissance, donc ici c'est ce 4 là, multiplié, je peux l'écrire comme ça pour l'instant, mais c'était bien de le mettre en quotient, hein. 4 fois u', c'est donc la dérivée de u, la dérivée de racine de x c'est 1 sur 2 racine de x, la dérivée de 3 c'est 0, donc 1 sur 2 racine de x c'est bien u', fois u à la puissance 3. Très bien. Alors on pourrait simplifier par 2, hein, 4 et 2 là, ici là. Donc on peut aller jusqu'à 2 sur racine de x, facteur de racine de x plus 3 à la puissance 3. Ok, voilà, j'ai prime de x. Ok, et pour terminer, alors, c'était donc h de x est égal à 3x moins 5 sur
exponentielle de 3x moins 5. Ok. Donc toujours pareil, on a ici un quotient de deux fonctions. Quand est-ce qu'un quotient de deux fonctions est dérivable? Quand chacune des fonctions est dérivable et que le dénominateur ne s'annule pas. Donc ici, il faut se poser la question, quand est-ce que ça s'annule, exponentielle de 3x moins 5? Quand est-ce que ça s'annule? Ça s'annule jamais. Parce qu'une exponentielle, c'est toujours strictement positif. Donc c'est jamais égal à 0. Hein? Il faut absolument, c'est important ça, de se dire, tiens, dès que je vois ça, je connais son signe, mais en plus, je sais que ça ne s'annule pas, c'est une exponentielle. La courbe de l'exponentielle, elle est comme ceci. Elle est complètement au-dessus de l'axe des abscisses. Elle ne touche pas l'axe des abscisses. Hein. Et ça signifie que toutes les exponentielles de n'importe quel nombre sont strictement positives. Et donc, comme ça ne s'annule pas, cette fonction, elle va être dérivable sur R tout entier. D'accord? Donc, on va dire H, on va quand même l'écrire, est dérivable sur grand R comme quotient. Alors, quand même, il y a, excusez-moi, là je vais peut-être un peu vite sur une chose, c'est que je vais écrire comme quotient de deux fonctions dérivables sur grand R. Avant de parler que le dénominateur ne s'annule pas, il faut que je me pose la question, est-ce qu'elles sont bien dérivables sur grand R? 3x moins 5, c'est une fonction affine, c'est une fonction dérivable sur grand R. Ça, c'est de quelle forme? Cette petite fonction-là, c'est la forme exponentielle de x plus b, mais exponentielle de u, de manière générale. Quand est-ce qu'une fonction... c'est donc une composée d'une exponentielle et d'une fonction. Quand est-ce que exponentielle de u est dérivable? Enfin, si u est dérivable. Donc il faut se reposer la question, qu'est-ce que c'est que u? 3x moins 5. C'est une fonction affine dérivable sur R. S'il y avait une racine de x là, oui, vous voyez bien que ce ne serait pas le même ensemble de dérivabilité, parce que déjà, ça marcherait. C'est pas parce que ça s'annule jamais, ça. Il y aurait quand même la problématique de savoir quand est-ce que ça c'est dérivable. Ça dépendrait de ça, et ça c'est dérivable sur R plus étoile. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même regarder un petit peu comment est constituée, de quoi est composée cette fonction. Bon, là, il n'y a pas de problème. H est dérivable sur R comme quotient de deux fonctions dérivables sur R. Si on voulait le rédiger vraiment complètement, ce serait très long. Il faudrait prendre chaque petit morceau, expliquer pourquoi c'est dérivable avant d'arriver à la forme générale. Donc dites-vous que si vous faites ça, c'est déjà tout à fait suffisant au lycée. H est dérivable sur R comme quotient de deux fonctions dérivables sur R, dont le dénominateur. Et ça, c'est ce qu'il faut rajouter quand vous avez un quotient, ne s'annule pas sur R. Si vous êtes à l'oral, vous pouvez tout à fait justifier, oui, parce qu'une exponentielle, c'est strictement positif, donc ça vaut jamais 0. Enfin, tout ce que j'ai raconté, vous le racontez. Il y a une différence entre ce qu'on écrit aussi, et puis quand on présente un oral, on ne sait jamais, il ne faut pas hésiter à ne pas écrire tout ce que vous dites, ou inversement, en dire beaucoup plus à l'oral que ce que vous écrivez. Hein, on peut justifier des choses sans l'écrire. Donc, pour tout x appartenant à R, qui va nous faire la dérivée? Hugo? C'est la forme U sur V. Oui. Et du coup, c'est 3 exponentielles de 3x moins 5 moins 3x moins 5 fois 3 exponentielles de 3x moins 5. Très bien. Sur Exponentielle de 3x moins 5 au carré. Ok, parfait. U' fois V moins U fois V'. Attention, quand vous faites le V'. Le V', c'est donc la dérivée d'exponentielle de 3x moins 5, qui est de la forme exponentielle de U. On sait que sa dérivée, c'est U' exponentielle de U. C'est pour ça qu'il y a un petit coefficient 3 là qui apparaît. Ok, ça c'est la dérivée, sans erreur. Maintenant, est-ce qu'elle a une forme adaptée à l'étude de signes? N'oubliez pas que c'est l'étude de signes qui m'intéresse. En partie, mais pas complètement. En partie parce qu'on a un quotient, donc c'est bien d'avoir un quotient, puisqu'il y a la règle des signes qui s'applique. Mais il y a, le numérateur est quand même encore une différence, et on sait que c'est pas super pour étudier le signe de tout ça. Ce qui est mieux, c'est d'avoir un produit. Donc on se pose toujours la question, est-ce qu'on peut transformer la différence ou la somme en produit? Ben oui, si c'est factorisable.
Est-ce que là c'est factorisable? Bah oui, il y a bien un facteur commun, ce qui sera très fréquemment le cas avec les exponentielles. Pourquoi c'est très souvent, quand on a des exponentielles, qu'on a une factorisation? Parce que la dérivée d'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Et donc il y a encore l'exponentielle de u, et dans u, et dans v, et dans v'. Et le fait qu'il soit dans les deux, là, ici, dans v et dans v', eh ben, on va pouvoir factoriser. Et donc ça nous fait exponentielle de 3x moins 5, facteur 2, ben, 3 moins 3x moins 5 fois 3. Oui, on pourrait directement diviser, mais je voulais le faire juste après. On peut pas directement factoriser par 3. Oh si, tu as raison, c'est encore mieux. Tu as tout à fait raison. Sans oublier le 1. D'accord? Donc ça nous donne ça. Ensuite, on voit qu'il y a une simplification, puisque là on a exponentielle de 3x moins 5 et là on a exponentielle de 3x moins 5 au carré. Donc il faut aller jusqu'au bout, hein. On simplifie. Je continue ici. Hop, ça nous fait 3, facteur de 1 moins... Alors là je peux peut-être aussi enlever les petites parenthèses là. Donc ça fait 1 moins 3x plus 5 sur exponentielle de 3x moins 5. Et donc ça nous fait du 1 plus 5, ça fait 6. Et on peut redévelopper le 3, c'est pour ça que la factorisation par 3 finalement elle va peu nous servir. Hein. Et donc ça nous fait du 18 moins 9x sur exponentielle de 3x moins 5. On peut garder le 3 en facteur, pourquoi pas, ça apporte pas grand chose. Voilà h' de x. Et là c'est une forme bien plus agréable pour étudier le signe. Parce que le numérateur est une fonction affine, on sait très bien étudier ici une fonction affine, et le dénominateur est une exponentielle strictement positive. Ça va pour ces petites dérivées là? Ouais? Ok. Les sujets, dans les sujets bac, etc., c'est rarement des fonctions, celles que vous allez étudier, sont rarement plus compliquées que ça. Hein. Après, il peut y avoir du logarithme qu'on n'a pas encore vu, mais globalement, ben voilà, l'idée, ce qu'il y a, c'est que maintenant, ces fonctions-là, ben, il faut savoir faire l'étude des dérivabilités, la dériver, et après travailler sur cette fonction, d'accord, sur cette dérivée. Bien. Alors, vous vous rappelez, hier, on avait parlé de la capacité 2, et dans la capacité 2, on avait commencé que l'objectif, c'était pas seulement de savoir dériver, mais savoir, et ensuite, aller jusqu'à l'étude des variations. Donc, on avait, il faut qu'on fasse des exercices. Là, il faut qu'on en fasse... je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on commencera la capacité 3, pourquoi pas, qu'on parlera un petit peu de convexité, qui est une nouvelle notion de terminale. Mais avant ça, il faut quand même commencer à faire des échanges. Donc, on est sur des exercices d'application. On va, par exemple, faire le... Alors, on avait fait le 9, je crois. Au moins les deux premiers du 9, ou le 1 et le C. On va regarder le 54. C'est-à-dire, voyons voir le 54, page 240. Page 240. Alors, le 54, je ne vais pas le projeter comme ça, on n'a pas la je suis pas obligé d'éteindre la lumière, là, qu'on puisse travailler normalement. Donc dans le 54, page 240, la consigne est très, très courte, c'est étudier les variations de la fonction f définie et dérivable sur R par, pour tout x appartenant à R, f de x est égal à 2x moins 4 fois exponentielle de moins 5x. Voilà. On a cette fonction. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'étudier la dérivabilité, puisqu'on nous dit qu'elle est définie et dérivable sur R. Mais ça m'empêche, vérifiez bien que c'est cohérent et que c'est bien défini et dérivable sur R pour vous. Oui, il n'y a pas de valeur interdite, il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas de quotient. C'est les seules problématiques que vous connaissez pour l'instant. Et c'est bien dérivable partout parce qu'il n'y a que des fonctions affines et la fonction exponentielle, des composés de fonctions affines exponentielles, on sait que ça pose aucun problème. Tout est bien défini sur R. D'accord? Et donc dérivable sur R.
Allez, vous me dérivez cette fonction, vous me faites le tableau de variation complet de cette fonction. Quand j'ai le tableau de variation complet, ça veut dire qu'on peut avoir les variations, les valeurs des extrémas, d'accord, minimum, maximum, etc., les limites. Parce que maintenant, vous savez rajouter dans le tableau de variation le limite des fonctions aux bornes de l'ensemble de définition. On est très concentré pour la dérivée parce que si on se trompe dans la dérivée, on sait qu'après, ça va nous donner des mauvais résultats pour les variations. Ça marche. Dérivée juste. Il est énorme intégré. Donc déjà c'est foutu. Tout ce que tu vas faire sera fait. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument. Alors, la première formule est bonne. On va refaire un peu. On fait ça. Mais il y a une petite erreur. U fois V. U fois V. Tu vois de quoi je parle? Fais attention, tu mets des petites parenthèses autour, sinon on n'a pas vu une soustraction. Non, pas là. C'est lui là. Ben oui, parce que là c'est bien, c'est écrit 2x moins 4. Là c'est quand même 2x moins 4 fois ça. D'accord? Là non, par contre, il ne fallait pas les mettre, c'est pas 2 fois. Là c'est, qu'est-ce que c'est? Oui, ben là c'est bon. Là c'est d'accord. Mais après il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Allez, c'est bon. Ok, la dérivée est bonne. C'est bon. C'est bon. Vous savez pourquoi c'est bon? Il y a une erreur. Non, mais il y a une erreur. Détour de rayon. Un fois qui devient un fonction. Là, c'est plus ça. Ça fois ça. Ça plus ça fois. Ah, t'as donné du faux. Ça c'est bon. Non, il y a deux erreurs. Non, mais déjà, c'est pas la peine de faire ça. Ah, mais attends, tu m'as fait quoi là? Un tableau de signe de la fonction. Or, c'est un tableau de variation. C'est pas ce que tu as fait. Mais c'est pas ça qu'elle demande. Donc là, ici, tu la dérives, mais elle a déjà réglé. Dériver d'un produit, c'est pas. C'est avec un plan, c'est un plus. Première chose. Deuxième chose, on définit. Aïe, 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 aïe. Là, tu t'es précipité sur ton tableau, sur tes tableaux, comme ça, on dit, regardez la forme générale de ta fonction. Et donc elle va ressembler à ça de gagne. D'accord? Donc par là, tu as.
C'est bien là de voir les petites erreurs que vous commettez tous un peu là. C'est maintenant qu'il faut les commettre, qu'on puisse les corriger, que vous puissiez vous en apercevoir. Allez. Vous trouvez la bonne dérivée. Et non. Ta dérivée est fausse. Ta première forme est bonne. Mais pas la première est fausse. Hein. Mais la grande, il y a un truc qui est faussé. On détruit. Ah, et en plus, toi tu m'as dit, tu m'as dérivé moins 5. C'est pas ça là, regarde. Ça c'est de la forme exponentielle de U. On va écrire ce que c'est que la dérivée exponentielle de U. Regarde. Tu vas voir, c'est corrigé. Et d'accord, mais tu ne peux pas t'engager. Ta dérivée est bonne, mais sous cette forme, elle n'est pas adaptée. Tu ne peux pas faire ton tableau. Parce que ça c'est une. C'est un tableau de signe quand tu as des produits, ça c'est un peu tu peux créer chaque chose. On commence par factoriser, il faut transformer en produit. Allez, c'est bon. Tu vois, on me transforme. Ah oui. Non, c'est que j'ai cru que tu continues ton égalité sur ce que tu allais faire. Oui, d'accord. Ça marche. C'est bon. Maintenant, il te reste avoir un tableau de variation complet, même si là, si tu demandé d'étudier les variations, donc on va te faire un tableau de variation complet. Je veux cette valeur. Et je veux cette. Et oui. Ok, pareil pour toi. On a besoin de cette valeur-là et ces deux limites-là pour avoir le tableau de variation complet. Ouais, pareil pour toi, Mathéo. Je veux la valeur qui est là et je veux les deux limites qui sont là. Mais je veux que les limites elles soient révisées, comme on a appris à réviser les limites des fonctions. Et non, tu peux pas parce que ça, c'est une somme. C'est un tableau de signe, c'est parfait avec le signe. Tu dois commencer par factoriser. Je trouve un peu tapant. Je vois assez bien ça. Soit dans en commun ici et ici. C'est évidemment. Donc tu factorises, hop, on va factoriser. Ok. Ta dérivée est bonne, mais même question. Alors d'abord tu nous fais un peu de choses pour nous simplifier, sinon une question c'est une frustration. Voilà. C'est un peu là, je fais tout le moins simple. Voilà. Là c'est moins simple que ça. Maintenant, tu ne peux pas les compter. D'abord tu n'auras pas les variations. Tu vas étudier le signe de bord de ta dérivée. Et tu l'étudieras après les variations. Mais pour étudier le signe, là pour l'instant tu as une somme de deux termes. Et donc tu ne peux pas faire un peu de signe. Il faut que tu factorises. Et après tu pourras étudier. Il y a une petite parenthèse autour de ton 2x34. Voilà, tu peux utiliser ça aussi. Ça se rédige en étapes, hein. D'accord. Ok. Ouais, tu aurais pu avant de là. Ça me réduire ça. D'accord, ok. Et ne mets pas, même si tu avais, même si tu n'étais pas trop, tu ne mets ici, même si ici c'est positif. Il est fait pour appliquer colonne, pour bien voir, pour mettre un signe par colonne, jusqu'à la fin, on raisonne par colonne, tu vas porter la ici. Ouais. Là, je trouve ça, il y a quelque chose. Je mets ça ici. Ah bah non, tu mets la valeur exacte, toi. Ok. C'est pas exact. Ah bah oui, c'est pour ça que là, si tu mets la valeur exacte, pour un système de fonction, là, c'est sûr que c'est la valeur exacte. Tu mets ça. Tu mets pas ton. Sauf si c'était demandé ou sauf si tu avais besoin d'avoir une vision, mais tu peux être environ égal, sinon ça peut arriver quand on n'a rien d'autre. Mais là, tu mets ta valeur exacte. Même si elle n'est pas très agréable, c'est quand même une valeur.
Allez, encore, je vous laisse encore 5 minutes, mais il y en a qui en sont encore à la dérivée. Vous voyez que c'est... Alors, tu me la factoriser? Mais alors, tu bloques sur ta factorisation? Attends, je sais pas. La mauvaise habitude des fois de prendre le stylo, faut pas que je le fasse. C'est important de se rendre compte là que si vous ne savez pas factoriser, vous êtes bloqué en termes de factorisation. On a travaillé depuis la troisième, la seconde, et elle est importante. Ici, il faut absolument que tu te rendes compte que tout est demandé. Tu vais reconnaître ça. Tu vais passer par ça. Ça va être sur le ok? Allez. Andrea, tu parles du contrôle. La courbe du... Alors, ces limites, on fait par morceau, tu te rappelles. On décompose, on fait limite de ça, et puis limite de ça, par produit, par composé, par somme, par tout ça. C'est petit à petit. On ne transforme pas l'expression, on fait les limites. Alors, la seule forme indéterminée dans les produits, c'est 0 fois l'infini. Ouais. Ah mince, on a une forme indéterminée là, je suis bête. Il va falloir lever la forme indéterminée. Elle est peut-être un peu dure à lever pour vous, cette forme indéterminée. Tu as une forme indéterminée en moins l'infini. Non, en plus l'infini. Hein. En moins l'infini, il n'y a pas de forme indéterminée. Ouais, en plus, vous aurez une forme indéterminée en plus l'infini. Ouais. Mais c'est pas grave, on va regarder. Bon, on le corrige? Allez. Ok, donc on va faire le tableau de variation complet de cette fonction. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par... On sait qu'elle est dérivable sur R, donc quel que soit x appartenant à R, f' de x égale. On reconnaît d'abord un produit de deux fonctions u fois v. On sait que la dérivée de u fois v, c'est u' fois v plus u fois v'. U', c'est la dérivée de 2x moins 4, autrement dit, c'est 2 fois v exponentielle de moins 5x, plus u 2x moins 4 fois v'. Je me repose la question, puisque je dois dériver v', je dois dériver v là, donc exponentielle de moins 5x, je me dis c'est de la forme exponentielle de u. La dérivée d'exponentielle de u, c'est u' fois exponentielle de u. Autrement dit, il y a le petit coefficient moins 5. Ça, c'était une petite erreur qu'ont fait certains d'oublier qu'il y avait ce petit moins 5. D'accord? Donc, première erreur, on n'oublie pas que c'est un produit avant de dériver chaque morceau. Deuxième erreur, on n'oublie pas que quand on dérive exponentielle de u, c'est pas exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Une fois qu'on a ça, on sait qu'on veut faire un tableau de signes, on veut étudier le signe de cette fonction, mais pour étudier le signe de cette fonction dérivée, on a besoin de factoriser pour avoir un produit, parce qu'on ne sait pas étudier les sommes. On a un facteur commun, exponentielle de moins 5x, donc c'est facteur de a plus b. A plus b. Et b, c'est tout ça. Attention, les petites parenthèses, les produits, tout ça. Chaque petite erreur, chaque ligne là, ça vous coûte cher après. Si vous n'avez pas la bonne dérivée, tout le reste va être faux. Souvent dans les sujets bac, mais ce n'est pas le cas tout le temps, on vous dit montrez que la dérivée c'est ça. Comme ça, c'est pas bloquant comme question et que vous pouvez continuer. Mais ce ne sera pas le cas à chaque fois. Donc il faut, on attend de vous que vous sachiez dériver sans erreur. Donc 2, maintenant je vais réduire tout ça. Je distribue, je développe le moins 5. 2x fois moins 5, moins 10x, moins 4 fois moins 20, plus 20. Et on obtient donc exponentielle de moins 5x fois moins 10x plus 22 ou 22 moins 10x. Voilà la dérivée sous forme adaptée à l'étude de signes, puisque c'est la forme d'un produit. On doit étudier, pour étudier le signe de cette dérivée, on va étudier le signe d'exponentielle moins 5x, c'est une exponentielle strictement positive, c'est très rapide.
On étudie le signe de moins 10x plus 22, on se dit ça c'est une fonction affine, on sait étudier le signe d'une fonction affine. Donc, petit x varie entre moins l'infini et plus l'infini. On fait une ligne pour exponentielle de moins 5x, une ligne pour moins 10x plus 22, une ligne pour f' de x, le produit des deux. On a besoin des valeurs, on sait que là ce sera que des plus, mais je n'écris pas mes plus, parce que sinon j'ai envie d'en mettre qu'un seul ici comme ça. Mais je vous déconseille de le faire, attendez de savoir combien de colonnes vous avez, d'accord, dans vos dérivés. Donc, on va d'abord regarder quand est-ce que s'annule moins 10x plus 22. Moins 10x plus 22 est égal à 0 quand moins 10x est égal à moins 22, si et seulement si x est égal à 22 dixièmes, c'est-à-dire 2,2 ou 22 dixièmes. Donc il y a 2,2 à placer. On tire là, vous voyez, je tire une ligne droite là, je trace une droite pour pouvoir voir les colonnes, et là je mets mes signes. Donc c'est pour ça que là je mets mes deux signes, comme ça je vois bien qu'il y a un plus ici et là aussi. Je place mon 0, je peux placer mon 0 ici, c'est pas une valeur interdite, il n'y a pas de double barre, et je place mes signes. Et c'est là où je réfléchis à ma fonction affine. Moins 10x plus 22, c'est une fonction affine de coefficient a négatif, donc elle est représentée par une droite qui descend de gauche à droite. Si elle descend de gauche à droite, elle est d'abord dans les images sont d'abord positives, puis négatives. Positives, puis négatives. Règle des signes, plus par plus, plus par moins, moins. Ça, c'est mon tableau de signes de la dérivée. Maintenant, on me demande de faire le tableau de variation. Alors, c'est vrai que on a envie de le continuer. Je vais quand même le refaire. Des fois, celui-là, des fois, de les séparer, ça permet de garder que cette information-là qui va nous servir dans la suite de l'exercice, par exemple. Donc, souvent, on vous demande de faire deux tableaux. En particulier, s'il y a deux questions différentes. Si question petit b, c'est ça, étudier le signe de la dérivée, et question petit c, c'est faire le tableau de variation, vous faites deux tableaux différents. Si c'est dans la même question, voilà, derrière, on disait qu'on pouvait un peu continuer son tableau. Donc, là, je fais deux tableaux. C'est lui, mon tableau de variation. Mais je remets ma dernière ligne avec le signe de ma dérivée, et j'en déduis les variations. Lorsque la dérivée est strictement positive, la fonction est strictement croissante. Lorsque la dérivée est strictement négative sur un intervalle, la fonction est strictement décroissante. C'est bon? On veut le tableau de variation complet. Maintenant, il nous manque trois choses. L'image de 2,2, qui sera la valeur maximale de la fonction. Donc on va calculer f de 2,2. C'est-à-dire, ça fait... Alors, attention, une des erreurs classiques, là, c'est de utiliser la dérivée. C'est pas f' de 2,2. Il faut revenir ici. Donc, f de 2,2, ça fait 2 fois 2,2 moins 4 exponentielle de moins 5 fois 2,2. Ça est égal à moins 11. Et ça fait 4,4 moins 4, c'est-à-dire 0,4 exponentielle de moins 11. Ça, c'est la valeur exacte. On peut prendre une valeur approchée qui vaut environ 6, mais on peut aussi garder ici, là, ce qu'on attend plutôt que vous gardiez la valeur exacte. Donc ici, 0,4 exponentielle de moins 11. Et il nous manque les deux limites. L'année dernière, on ne le faisait pas, on s'arrêtait là. Maintenant, on peut déterminer les limites, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour la fonction en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, en moins l'infini, c'est bien, on n'a pas de forme à déterminer, on va juste devoir le rédiger. Mais on vérifie qu'on n'a pas de forme déterminée. Donc, quand x tend vers moins l'infini, 2x moins 4 tend vers moins l'infini, c'est une fonction affine. Quand x tend vers moins l'infini, moins 5 fois moins x tend vers moins 5x tend vers plus l'infini, l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini, donc ça tend bien vers plus l'infini. Moins l'infini multiplié par un truc qui tend vers plus l'infini, moins l'infini. C'est la règle des signes, c'est pas une forme déterminée. N'oubliez pas que dans le produit, la seule forme déterminée, c'est 0 fois l'infini. Ok, donc il n'y a plus qu'à le rédiger. Comment? Par étapes. D'abord, on va faire la limite de ça, d'accord? Donc je vais dire
Et là, c'est une composée. Exponentielle de moins 5x, c'est la composée d'une exponentielle et de la fonction 5x. Donc ça se rédige par composée. On dit la limite de moins 5x quand petit x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Or, on pourrait mettre un petit or. Ensuite, on applique l'exponentielle. Qu'est-ce qu'on sait de l'exponentielle? C'est là où, dans la BOMEP, par exemple, ils le font, et c'est vrai que moi je le faisais comme ça, là je ne vous l'avais pas présenté comme ça, mais au lieu de mettre petit x là, on peut dire, mettre un grand x comme ça, pour dire, qu'est-ce qu'on sait de l'exponentielle de grand x quand grand x tend vers, et cette fois on prend lui, rappelez-vous, c'est ça la particularité des limites des composés. Que sait-on de l'exponentielle quand la variable tend vers plus l'infini? La variable, on l'appelle grand x pour juste la différencier de ce petit x là. On sait que ça tend vers plus l'infini. Donc par composé, la limite de petit x tend vers moins l'infini d'exponentielle de moins 5x, c'est donc plus l'infini. Je remontre avec un petit code couleur là, que ce plus l'infini là, c'est le même que celui-là. D'accord? Et là, on a justifié la limite d'exponentielle de moins 5x. Mais il faut maintenant justifier la limite de 2x-4 et faire le produit des deux. C'est pour ça que bien rédiger des limites de fonctions, ben c'est long, ça prend du temps, et c'est vrai que, voilà, on ne va pas en faire 15 non plus, parce que, ou alors il faut être très rapide et très efficace. La limite, on peut mettre des petits mots de liaison, hein, on peut mettre 2 plus, la limite quand petit x tend vers moins l'infini de 2x moins 4, on sait que c'est moins l'infini, et donc avec ça et ça, on peut dire finalement, si je ne mets pas d'accolade, là j'ai pas trop la place ici de mettre l'accolade, normalement je vais mettre une accolade entre celui-là et celui-là, vous pouvez le faire comme ça si vous voulez, mais vous pouvez mettre aussi, finalement, la limite de 2x moins 4, finalement par produit, ou donc par produit, la limite de 2x moins 4 fois exponentielle de moins 5x est égale à moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Et ça, c'est notre limite finale à une des bornes de l'ensemble de définitions. Ok, et donc regardez dans votre tableau, vous allez rajouter ici moins l'infini. Ok? Et vous regardez si c'est cohérent d'avoir moins l'infini à cet endroit-là. Oui, si on avait trouvé plus l'infini, vu les variations qu'on a trouvées, c'est pas possible d'avoir un truc plus l'infini ici et puis ensuite que ce soit strictement croissant jusqu'à 0,4 exponentielle de moins 11. Donc les limites, quand vous trouvez vos limites, vérifiez si c'est cohérent par rapport aux variations. Hein. Ok. Il nous reste la deuxième limite. En plus l'infini, vérifions qu'on a une forme indéterminée. 2x moins 4 en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, fonction infinie. Moins 5x en plus l'infini, ça tend vers moins l'infini, mais l'exponentielle en moins l'infini, 0, vu la courbe, d'accord? Quand vous regardez à gauche, là, les images tendent vers 0. 0 fois l'infini, forme indéterminée. Comment est-ce qu'on va lever cette forme indéterminée? Eh bien, ça vient des croissances comparées. Alors, on a fait ça très rapidement un peu à la fin. Rappelez-vous, il y a une limite que vous connaissez, c'est... Vous connaissez la limite d'exponentielle x sur x puissance n. En fait, on connaît la limite. Ça, c'est une forme indéterminée parce que j'ai de l'infini sur l'infini. Mais, quand on a cette fonction-là, même si on a une forme indéterminée, on sait qu'en gros, c'est l'exponentielle qui l'emporte. On l'a démontré, et on sait que donc ça tendra vers plus l'infini. Ben en fait, on peut essayer de se servir de ça, même si ça ne ressemble pas. En fait, on peut faire apparaître un petit peu cette idée-là. Mais c'est un petit peu compliqué à réaliser, mais je vais vous montrer comment on s'y prend pour lever cette forme indéterminée qu'on a ici, où on reconnaît qu'il y a
Une fonction affine, c'est un peu comme une puissance, hein, c'est un cas particulier de fonction polynôme, une fonction affine. Et une exponentielle, même si c'est pas exponentielle de x, c'est exponentielle de moins 5x, on va s'en sortir. Donc je vous montre comment on rédige ça. Vous avez eu le temps d'écrire là, c'est bon, je peux l'effacer? À gauche? Ok. Donc là on a une forme indéterminée, donc on ne s'engage surtout pas dans la rédaction pour dire qu'il y a une forme indéterminée. On l'a vu et on sait qu'il y a une forme indéterminée, il faut la lever. D'abord, pour lever la forme indéterminée, on va un peu écrire cette fonction, on va la transformer un petit peu. Comment? Très simple. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est égal à ça? Oui ou non? Exponentielle de moins 5x, c'est égal à 1 sur exponentielle de 5x. Donc je peux bien l'écrire comme ça. Tiens, tout de suite là on voit que ça ressemble un tout petit peu plus. Ce qui se passe, c'est que là j'ai du 5x et pas du petit x. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, j'aimerais bien en fait me ramener à quelque chose qui ressemble à ça. Parce que si j'avais ça, je pourrais très bien dire, bah, c'est à peu près un truc qui ressemble à ça. Et ça, je sais faire la limite. Quand la variable tend vers plus l'infini, alors c'est l'inverse de celle-là, hein, mais en fait, on sait donner la limite. L'idée, encore une fois, ça va être d'utiliser nos croissances comparées. Alors le problème, c'est que là, exponentielle 5x, je l'ai, mais là, j'ai du 2x. Moi, je voudrais avoir du 5x. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut essayer de faire apparaître 5x. Comment faire apparaître 5x quand on a 2x? Alors, on pourrait se dire, on rajoute 3x en haut et en bas, mais alors là, si je rajoute 3x en haut et en bas, d'abord, ça fait apparaître une valeur interdite. Bon, sur une limite, c'est pas grave. Mais en plus, après, on n'est plus du tout sur un truc comme ça. Bah, non, mais on peut peut-être plutôt faire par produit. Ici, peut-être qu'on pourrait essayer de, je sais pas moi, factoriser par 5x. Alors, si je factorise par 5x, il me reste quoi? Bah, ici, il me reste 2x sur 5x. Et ici, il reste moins 4 sur 5x. Vous vous rappelez qu'on peut factoriser quasiment par n'importe quoi? Attention, à condition que ça existe. Or, quand je fais apparaître des petits dénominateurs ici, ça fait apparaître une nouvelle valeur interdite qui est 0. Vous êtes d'accord? Donc, il faut y dire, attention, pour tout x appartenant à R étoile. On va faire une modification de f de x, mais c'est pas très grave si ça ne marche pas pour 0, parce que cette modification ne va nous servir que pour la limite. Ok, là ça se simplifie, là non. D'accord? Donc il nous reste 5x sur exponentielle de 5x, facteur de 2/5 moins 4 sur 5x. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, quand je l'écris comme ça? Hein, ce petit facteur-là, je l'ai un petit peu mis de côté. Et, bon, bref, tout ça, c'est des multiplications, des divisions. On peut transformer un peu l'écriture. Est-ce que vous êtes d'accord que ça ne va pas poser problème? Pourquoi? Parce que 2/5 moins 4 sur 5x, en plus l'infini, ça tend vers 2/5. Ça tend vers 0. Donc là, c'est pas ça qui va créer une forme indéterminée, ça tend vers un réel 2/5. Et donc, j'en suis là. J'ai 5, ça y est, je me suis ramené à 5x sur exponentielle de 5x. C'est un peu astucieux et cette année, on est d'accord qu'on n'aura pas le temps d'en faire beaucoup comme ça. Donc, on ne va pas être exigeant sur ces changements, sur ces transformations-là, ou alors on va vous accompagner étape par étape. Comment faire maintenant pour ça? Je dois juste trouver la limite de ce truc-là. Et bien, en fait, ça, c'est une composée. Ça, vous pouvez le voir comme la composée de la fonction 5x qui a x associe 5x et de la fonction qui a x associe x sur exponentielle de x. C'est un peu dur à voir peut-être, mais souvent, on peut le dire, je sais pas si, j'ai peut-être pas envie de vous le dire par composé, mais c'est ça, c'est une composée quand même. On va plutôt faire ce qu'on appelle un changement de variable. On va posons grand x égale petit 5x.
Donc, vous êtes d'accord que 5x sur exponentielle de 5x, c'est grand X sur exponentielle de grand X. Ok. Moi, je veux faire tendre x vers, petit x vers plus l'infini. Est-ce que vous êtes d'accord que quand petit x tend vers plus l'infini, grand X, il va tendre aussi vers plus l'infini? Ça revient au même de faire tendre l'un ou l'autre vers plus l'infini, finalement. Et donc, si vous voulez faire la limite quand petit x tend vers plus l'infini de ce quotient-là, c'est la même chose que de faire la limite quand grand X tend vers plus l'infini de ça. Ok. On sait que la limite quand grand X tend vers plus l'infini d'exponentielle de grand X sur grand X, d'après ça, c'est comme s'il y avait c'est comme si c'était une puissance 1 ici. Regardez bien avant de noter. Là, quand je dis ça, est-ce que vous êtes d'accord que c'est bien de cette forme-là avec n égale 1? Et donc on sait la limite, ça c'est du cours par croissance comparée, comme l'exponentielle va beaucoup plus vite vers plus l'infini que x, on sait que ça tend vers plus l'infini. Et donc cette fonction-là, x sur exponentielle de grand X, c'est quoi? C'est son inverse. Donc par inverse, la limite de grand X sur exponentielle de grand X quand grand X tend vers plus l'infini, c'est quoi? C'est non. L'inverse d'un truc qui devient infiniment grand, ça devient infiniment petit, mais petit au sens que la limite c'est 0. C'est même 0 plus. Ok, c'est 0. Mais donc, puisque ça tend, quand grand X tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, ben ça tend aussi vers 0. Et donc, un peu long à rédiger, mais on n'en fera pas beaucoup comme ça, donc j'essaie de sauter sur l'occasion pour quand même vous en montrer au moins un comme ceci. Quand petit x tend vers plus l'infini de 5x sur exponentielle de 5x, c'est donc 0. On vient de montrer que ce truc-là tend vers 0. Ben, il n'y a plus qu'à faire la limite de ça. On l'a dit que ça tendait vers 2/5, et donc par produit, ça va tendre vers 0. Je termine un peu mon truc ici. Or, la limite de 2/5 moins 4 sur 5x, je ne le rédige pas plus que ça tend vers 2/5. Donc par produit, la limite quand petit x tend vers plus l'infini de ce produit-là, 5x sur exponentielle 5x facteur de 2/5 moins 4 sur 5x égale 0, puisque c'est un truc qui tend vers 0, il faut un truc qui tend vers 2/5. Et donc la limite, ça y est, on y est enfin, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est bien 0. C'est 0 plus, hein, on ne l'a pas dit. Et regardez, je peux mettre mon 0 ici. En plus l'infini, ça tend vers 0. Si on veut le rédiger correctement, il faudrait faire tout ça. Donc là, je vous ai fait une méthode qu'on appelle par changement de variable. J'ai posé un grand X égale petit 5x. C'est ce qu'on appelle un changement de variable. On peut le rédiger plutôt par composé, mais c'est au moins aussi compliqué. Et c'est même un peu plus long. Bon, c'est à peu près pareil. Bon, mais en tout cas, c'est un peu ça l'idée. L'idée générale, essayez de retenir au moins un truc, je ne vous demanderai pas quelque chose aussi dur, hein, pour l'instant on n'est pas du tout au niveau pour ça, mais c'est l'idée de se dire que quand ici, là, ça ressemble fortement, en fait, là, pour lever la forme indéterminée, il faut utiliser ça. Ça, c'est la seule chose que l'on a pour lever la forme indéterminée quand on a de l'exponentielle et une puissance de x, ou une fonction affine, ou un truc comme ça. C'est cette comparaison, et l'idée, c'est de se ramener à cette formule-là. Vous avez vu, tiens, là on voit que les variations, quand même, le fait d'avoir ça, tout d'un coup on voit un peu à quoi ressemble la courbe. Hein, elle va être strictement croissante de moins l'infini à 0,4 exponentielle, puis après elle va être strictement décroissante jusqu'à 0. On peut même se donner un peu l'idée de l'allure de la courbe. Donc là c'est la valeur 2,2. Ici, c'est la valeur qui vaut, c'est à peu près 6, hein.
En tout cas, c'est positif exponentiel 0,4 exponentielle de moins 11. Donc ça, c'est notre point le plus haut. On sait qu'il n'y a pas de trou, elle est définie partout, elle est dérivée partout, donc il y a de la courbure bien régulière. Et ici, comme on a un petit maximum, ben on est sûr que ça va faire un truc comme ça. Voilà. Ça tend vers moins l'infini. En moins l'infini, ça signifie qu'obligatoirement la courbe, elle va couper l'axe des abscisses sur cet intervalle. Mais après, il peut se passer plein de trucs. Hein. Là, on n'a pas d'information. Est-ce qu'il va se passer un truc comme ça? Est-ce qu'il va se passer un truc comme ça? En fait, il peut se passer... J'en sais rien. Hein. Je mets ça, mais... Voilà. Elle tend vers moins l'infini. Hein. Il n'y a pas d'asymptote horizontale. Je mets ça, mais sûrement que c'est pas ça. Sûrement que c'est plutôt un truc du style... Comme ça. Mais par contre, de l'autre côté, on a un peu plus une idée précise. Parce que le fait qu'elle tende vers 0 en plus l'infini, on a cette fois une asymptote horizontale qui est l'axe des abscisses. Et si ma courbe, elle vient ici se rapprocher au plus près, puisqu'elle doit rester que d'un côté, ça reste elle est strictement décroissante, on voit bien qu'il va y avoir une espèce de quelque chose qui va ressembler à ça. Vous la tracez sur votre calculatrice? Pour voir si elle ressemble à peu près à quelque chose comme ça. Attention qu'elle ne remonte pas, non? N'oubliez pas que vos calculatrices vous permettent de vérifier aussi tout ce que vous trouvez, tout ce que vous démontrez sur les courbes, sur les fonctions. Ben après, vous tracez la courbe et ça doit donner quelque chose d'à peu près cohérent. Sinon, c'est que soit on s'est trompé, soit vous êtes trompé en traçant votre courbe, ce qui est possible aussi. Hein. Donc c'était quoi là l'expression? C'était 3x moins 5 exponentielle de... Non, c'était quoi? Je l'ai plus. Vous me la redonnez s'il vous plaît? 2x moins 4. Ok. Fois exponentielle de moins 5x. Moins 5x. Alors, j'éteins juste là pour le temps de... Je projette. Ouais, ça va, c'est visible. Ok, donc on en est là et on trace. Donc, entrée, on exécute. On voit rien, c'est normal. Sûrement pas une fenêtre d'affichage qui représente quelque chose. Donc, je vais changer ma fenêtre d'affichage. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez dans Zoom, F2 là, et vous pouvez faire un zoom automatique là, ici. Des fois c'est suffisant pour qu'il essaie de trouver quelque chose. Ouais, bon là il ressemble à rien. Donc je vais maintenant changer, je vais faire ma fenêtre V-Window là avec F3 et je vais me dire, ok, X il varie en gros entre, je vais le faire varier entre moins 5 et puis 10, très bien. Moi ce qui est important c'est qu'il y ait le 2,2 et qu'il soit sur mon axe DX. Et puis maintenant, je sais que mon maximum, c'est à peu près 6. Donc, on va dire, on va mettre Y entre moins 4 et... bah, c'est pas mal, hein, 7. Allez. On va regarder ce qui se passe. Ah ouais, on voit rien du tout. Je l'ai bien écrite, ma fonction? C'est bien ça, hein? Mais attendez. C'était pas du tout 6, c'était 6 fois 10 puissance quelque chose, non? Ah oui, c'est une toute petite... c'est une toute petite valeur. Donc là, on voit que c'est le problème, c'est le Y, il est beaucoup trop grand. Donc on va mettre, c'était 10 puissance combien? C'est important là, vous voyez que... Hein? Moins 6, 6 millionième. Donc on va mettre du 1, enfin du 10, puissance moins 5. Comme plus grande valeur de Y d'image. Regardons ce que ça donne. Ouais, c'est nul.
C'est nul parce que il faut que je change absolument ma valeur y. Bon, je n'ai pas regardé avant. Alors, moins 4, c'est beaucoup trop grand. On va mettre moins 0,001. Voilà, est-ce que ça donne quelque chose d'intéressant là? Toujours pas. Ouais, c'est vraiment pas une bonne fonction à trouver. Alors, moins 0,000. Et on va prendre aussi 10-5, puis moins 10-5. Ouais, bon, super. Bon, on voit qu'on a quand même beaucoup de mal à avoir une vision. Alors, une fois qu'on a chopé ça, c'est pas mal parce que là, il suffit de faire zoom et vous faites zoom box avec F1. Et là, zoom box, vous allez pouvoir zoomer dans une partie qui nous intéresse un peu plus. Donc, pareil, on exécute comme ça, je descends, je vais tracer un petit rectangle et là, je vais lui délimiter ma fenêtre d'affichage. Voilà, moi je veux qu'il me zoome là-dedans. Ah, c'est quand même beaucoup plus joli. Vous voyez, mais ça a été un peu compliqué. Vous voyez, on voit bien ici. Alors, on n'a plus notre valeur ici, on pourrait la trouver. Le 2,2, il est par là. Mais vous voyez que là, on arrive à avoir la forme qu'on avait un peu prévue. C'est bon? C'est bien, croissant, décroissant. Pour une fois, là, ça a été un peu compliqué. J'en profite quand même, là, pour vous montrer, là, dans F5, là, dans GSOL, vous allez pouvoir, évidemment, vérifier des trucs. Par exemple, on peut vérifier les coordonnées du maximum, bien vérifier la valeur qui est ici, puis la valeur ici, que c'est bien du moins du 2,2. Donc là, vous appuyez sur max, après GSOL, là, graphique. Voilà, on trouve x égale 2,2. Alors vous avez vu, il y a un petit 9 qui traîne parce que il est quand même sur des valeurs approchées, mais c'est du 9 milliardième ou un truc comme ça, donc peu importe. Et on voit bien le 6,610-6 qu'on avait calculé. On peut aussi trouver les racines. En quelle valeur ça coupe l'axe des abscisses? Donc, ici, les racines, c'est root, c'est les racines. Donc le premier, ça va nous donner la valeur où ça coupe l'axe d'abscisse. Donc c'est pas mal aussi. F1. Alors, c'est en 2. Si c'est si simple, ça veut dire qu'on aurait sûrement pu le trouver par le calcul. C'était quoi l'expression de la fonction? F de x égale 2x-4 fois exponentielle de moins 5x. Si on veut trouver les racines, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce que tu avais, non pas commencé à faire, mais quelqu'un qui avait fait ça. Il suffit de regarder quand est-ce que f de x est égal à 0. Ah ben c'est quand 2x-4 fois exponentielle de moins 5x égale à 0. Équation produit nulle. Sauf qu'une exponentielle étant strictement positive ne s'annulant jamais, la seule possibilité c'est 2x-4 égale 0. Et 2x-4 égale 0, ça fait x égale 2. Il n'y a bien qu'une racine qui est 2. Ça va? Bon. Et ben voilà, c'est un peu ça, hein, l'idée de ce chapitre-là, c'est de faire des études complètes de fonctions dont on vous donne l'expression, savoir les dérivés, étudier le signe à dérivé. Enfin, la première partie, c'est ça, savoir faire ça, calculer les limites, déterminer les limites, lever des formes indéterminées quand il y en a, ou faire par opération. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Une fois qu'on a fait tout ça, améliorer notre étude. C'est-à-dire, ok, on sait quand est-ce que, maintenant on sait étudier, on sait dire quand est-ce que ça va être décroissant, croissant, pas en observant sur la courbe, mais en faisant des calculs. Maintenant, il est toujours pareil, c'est, mais décroître, on peut décroître comme ça, décroître comme ça, décroître comme ça, c'est ça qu'il nous reste à faire. Voir comment savoir, par le calcul, si on peut prévoir la manière dont va être la décroissance. Est-ce qu'elle va être de plus en plus décroissante, de plus en plus rapide, de moins en moins rapide, ou qu'elle va osciller comme ça. Vous comprenez? Et ça, c'est ce qu'on va rajouter. Bon, on va le rajouter maintenant. On va voir ce qu'on appelle la convexité. Ce qu'on appelle la convexité, c'est justement ces différentes manières d'être croissant ou différentes manières d'être décroissant. On n'en a pas fini avec les études de fonctions. Vous avez vu que ça nous a pris du temps pour en faire une. Et il faut s'entraîner. Donc, on va en faire. Vous allez en avoir pour vous entraîner. Alors, vous allez reprendre votre partie cours, s'il vous plaît. Et on va regarder. Si vous n'avez pas de questions.
la capacité suivante. Et dans la capacité suivante, là pour le coup, il faut rajouter un petit peu des... Il va falloir rajouter quelques informations, quelques définitions. Donc capacité 2, ben voilà, il n'y avait rien de vraiment nouveau, si ce n'est les limites qu'on a déjà vues, hein, mais voilà. Et maintenant, capacité 3, regardez, c'est ce qui est écrit dans votre programme. Alors c'est écrit, mais démontrer des inégalités en utilisant la convexité d'une fonction. Moi j'ai repris la capacité telle qu'elle est écrite dans le programme, mais on ne va pas du tout s'intéresser dans un premier temps à démontrer des inégalités. Pour l'instant, on va surtout définir ce que c'est que la convexité d'une fonction, apprendre à l'utiliser, à le démontrer, à voir ce que ça raconte. Et à la fin, une fois qu'on saura bien ce que ça raconte, on verra qu'on pourra démontrer des inégalités avec cette notion-là. Mais ce n'est pas l'objectif de démontrer des inégalités tout de suite. Il faut quand même qu'on définisse pas mal de choses. Première chose donc à définir, c'est la notion pour une fonction d'être 2 fois dérivable. On a défini en première ce que c'était qu'une fonction dérivable. Et maintenant, on définit ce que c'est qu'une fonction 2 fois dérivable. Mais c'est très simple, regardez. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, dont la dérivée c'est la fonction f'. Si cette fonction f' est elle-même dérivable sur i, on dira que la fonction f initiale est 2 fois dérivable sur i. On dérive une première fois, si on peut redériver une deuxième fois sur cet intervalle, on dit que la fonction est 2 fois dérivable. Et la nouvelle dérivée qu'on a calculée après avoir dérivé 2 fois de suite s'appelle la dérivée seconde de f. On la note f seconde. D'accord? Un exemple? Un exemple, on va en faire plusieurs, mais d'abord il faut avoir compris ça. Donc, je regarde s'ils arrivent à voir quelque chose. Excusez-moi, il faut toujours compliqué de régler tout ça. Est-ce que j'enlève un peu de... Ouais, c'est mieux comme ça, je pense. Donc, prenons un premier exemple. On prend très simple. F de x égale à 6x puissance 3 moins 2x carré plus 5. Cette fonction, c'est une fonction... Ouais, tu avais une question sur la calculatrice, c'est Guillaume? C'est bon? Ça, c'est une fonction polynôme de degré 3. Une fonction polynôme est dérivable sur R. Il n'y a pas de problème de dérivabilité. C'est bien régulier, les fonctions polynômes. C'est des courbures régulières, etc. Ok, donc on peut dériver cette fonction. Mathéo, à toi. 18x carré moins 4x. Voilà. Ok, ça c'est la dérivée, l'expression de la dérivée de cette fonction f. Guillaume et Léo, vous êtes sûr que vous n'avez pas une question sur la calculatrice? Léo, s'il y a une question... D'accord, mais tu sais, moi je peux remontrer s'il reste un truc. Faut pas être en décalage avec ce que je raconte, sinon après vous perdez des informations. Je préfère que vous m'arrêtez et me disiez, attendez, je suis en train de refaire un truc. Bien, donc on a dérivé, voilà, on obtient la fonction dérivée de cette fonction-là. Mais on obtient une fonction polynôme de degré 2. Cette fonction polynôme de degré 2 étant elle-même dérivable, on peut la redériver. Et quand on la redérive, on obtient ce qu'on appelle f seconde de x, qui est la dérivée de la dérivée, alors rien de très compliqué. Et donc, allons-y, on redérive. À toi, Guillaume. 36 x moins 4. Oui, 36 x moins 4. Dérivée première de f, dérivée seconde de f. Vous êtes d'accord qu'on pourrait la dériver une troisième fois? On obtiendrait une fonction affine. Pas affine, pardon, une fonction constante, ça c'est affine. Et on pourrait la redériver, une fonction constante, on obtiendrait 0.
Puis on pourrait redériver. 0, c'est une fonction constante, on obtiendrait 0. Bref, on peut dériver comme ça plein de fois. Bon, nous, on va s'intéresser surtout aux fonctions 2 fois dérivables. On n'aura pas besoin d'aller plus loin parce que la nouvelle notion qu'on veut voir, c'est la convexité d'une fonction. Elle dépend de sa dérivée seconde. Voilà. Il peut exister des fonctions qui ne sont pas dérivables d'une manière infinie. Il y a des fonctions, on peut les dériver une fois, 2 fois, et puis après on ne peut plus les dériver. D'accord? Des fonctions un peu plus particulières. Ok, je réfléchissais si je voyais autre chose à vous dire là-dessus, mais rien de spécial. On continue. Maintenant, on va se dire, ok, si on sait dériver une fois, on sait dériver 2 fois, on se repose les questions des formules aussi. Hein. Regardons maintenant la suite. Alors, on va définir ce que c'est qu'une fonction convexe sur un intervalle. Jérémy, on te laisse lire la définition. Définition convexe concave. F est une fonction convexe sur un intervalle I si sa courbe représentative est entièrement en dessous de chacune de ses séquences. Ah, une fonction sera convexe sur un intervalle si sa courbe représentative est entièrement au-dessous de chacune de ses séquences. Ça, c'est la définition. Donc c'est bizarre parce qu'on définit. Alors il y a plusieurs manières, mais vous allez voir qu'on va rapidement reparler des fonctions. Mais on est en train de parler d'une propriété d'une fonction et on définit cette propriété à l'aide de sa courbe représentative. C'est assez rare. D'habitude, les définitions des fonctions sont liées à la fonction uniquement. Une fonction n'est pas sa courbe représentative. La courbe représentative, c'est une manière géométrique de représenter la fonction. Mais pour le coup, la convexité, même si vous allez vite oublier souvent cette phrase-là, elle se traduit par ceci. Pour être convexe, il faut que la courbe soit entièrement au-dessous de chacune de ses séquentes. Suivant, alors je vous montre. Les séquentes, c'est quand je prends, par exemple, un truc, je sais pas, je vais prendre ça. Une séquente. Comment je pourrais vous le mettre comme ceci? C'est un très mauvais exemple. J'ai un vieux doute qui me... C'est un peu mal dit ça. J'ai un problème avec cette définition. Je m'en rends compte en faisant de la représentation graphique. Ici, par exemple, en fait, si je prends ça, comme ceci, mais je vais peut-être la reformuler. Elle me pose problème, cette définition. D'habitude, je n'utilise pas celle-là. Et ça, c'est celle qui, je crois, est dans votre manuel. C'est pour ça que je l'ai reprise. Mais en fait, elle me pose un problème. Quand je regarde ma courbe ici, donc voilà, une séquente, il faudrait du noir, une séquente, c'est une droite qui passe par 2 points. Voilà une séquente. Hop. Pas très bien tracé, c'est une droite, une séquente. Hein. Ok. Je vais un peu la rehausser, un peu voilà, comme ça. Et vous voyez que quand on regarde sur cet intervalle-là, on est d'accord que la courbe est en dessous de la séquente. Mais il faut rajouter en fait entre les 2 points, parce que ce n'est pas le cas partout. On voit bien ici que ce n'est pas le cas ici. Donc là, ce qui me pose problème dans cette définition, c'est qu'il faudrait être en dessous de chacune de ces séquences, mais il faut préciser... non, c'est entre les points de section. Mes 2 points là de section, c'est entre les points que la courbe est en dessous. Parce que quand on est en dehors des points, on voit qu'on a la courbe qui est au-dessus de la séquence. Oui. Et quand on dit entièrement en dessous, c'est... Eh bien, c'est le mot est entièrement en dessous, ça veut dire entre ces 2 points, tu as vraiment toute la courbe qui est en dessous de n'importe quelle séquence. C'est-à-dire, tu peux prendre, si je prends, la courbe est en dessous, c'est peut-être le mot entièrement qu'il faut peut-être gérer. Si je prends une autre séquence, si je prends cette séquence-là, ici et ici, j'ai bien entre les 2 points la courbe qui est complètement en dessous. Chacun des points de ta courbe, ici, sont bien en dessous des points, c'est-à-dire verticalement comme ça. Donc, on va rajouter quelque chose. Si sa courbe est entièrement en dessous de chacune de ces séquences, vous allez rajouter entre les points
de section. Alors de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous allez vite l'oublier cette définition parce que cette définition, elle est valable pour toutes les fonctions, qu'elles soient dérivables ou pas. Or nous, on s'intéresse qu'aux fonctions dérivables et dans le cas des fonctions dérivables, on a une autre définition de la convexité ou de la concavité qui ne marche que pour les fonctions dérivables, mais nous, c'est toutes les fonctions qu'on va étudier au lycée, elles sont toutes dérivables. Donc la question ne se posera pas et on prendra plutôt cette nouvelle définition. Donc je vais passer assez vite là-dessus. Bon, être en dessous, d'accord? Ici, celle-là, elle est convexe sur cet intervalle parce que quelle que soit la séquente que je choisis, la courbe est toujours en dessous. Bon. Continuons. Donc évidemment, on a dit que c'était pour une fonction convexe et une fonction concave. Et on vous dit que f est une fonction concave sur un intervalle si, le contraire, la courbe représentative est entièrement au-dessus de chacune de ces séquences. Et là, vous rajoutez entre les points de section. Bon. C'était à découper, vous ne découpez pas si vous ne l'avez pas fait, parce que c'était pour rajouter des petits graphiques, mais en fait, ils me gênent un peu ces petits graphiques. Je trouve ça... Donc j'ai envie qu'on continue plutôt d'avancer là-dessus. Le théorème qui va être important et qui va déboucher sur une nouvelle définition de la convexité et de la concavité, c'est le théorème suivant. Regardez si je l'ai mis là. Ouais, en fait, c'est parce que je voulais pas trop... On va peut-être rajouter quelque chose. Ah si, je l'ai mis dans le théorème. Donc c'est ce théorème-là qui est le plus important. Je vous l'ai mis, mais je vous l'ai mis à la fin, c'est pour ça. Dans le cas uniquement où f est 2 fois dérivable sur un intervalle. 2 fois dérivable sur un intervalle, ça veut dire qu'on peut la dériver une première fois, puis une deuxième fois. Okay, et ce sera encore une fois valable pour toutes les fonctions que nous on va étudier au lycée. Si la fonction est 2 fois dérivable, donc elle admet une dérivée seconde, voilà le théorème, et je vous ai mis 6 points pour ce théorème. Je l'ai résumé en un seul, je crois qu'il y a, dans le livre ils l'ont mis en plusieurs fois. F est convexe sur un intervalle, si et seulement si sa dérivée est croissante sur i. Donc si elle est 2 fois dérivable, c'est qu'elle est aussi une fois dérivable. Donc pour être convexe, il faut que la dérivée soit croissante. Celle-là, souvent, vous ne la retenez pas. Ce n'est pas celle-là qui est importante. Celle qui est importante, c'est celle d'après. F est convexe sur i si et seulement si sa dérivée seconde est positive sur i. Pourquoi les deux premières lignes racontent la même chose? Oui? Est-ce qu'on a un lien entre la fonction et la dérivée? Ben oui, cette fonction-là, on sait que c'est la dérivée de celle-ci. Or, quand celle-ci est positive, ça veut bien dire que celle-ci est croissante. Et donc, la convexité, montrer qu'une fonction est convexe, pour montrer qu'une fonction est convexe, il suffit de montrer que la dérivée seconde est positive. Pourquoi on ne fait pas plutôt dérivée première croissante? Ben parce que étudier le sens de variation, c'est toujours plus compliqué qu'étudier un signe. Donc on préfère étudier le signe de la dérivée seconde pour en déduire la convexité de la fonction. Et donc, celle qui est plus visible et qui est pour moi beaucoup plus simple à vous le représenter graphiquement, c'est la ligne d'en dessous. F sera convexe sur I si et seulement si sa courbe est au-dessus de chacune de ses tangentes. Et cette fois, ce n'est pas entre deux points, je vous montre. Voilà une fonction qui est convexe parce que je peux tracer n'importe quelle tangente en n'importe quel point. Par exemple, je peux prendre ce point-là. Si je trace la tangente en ce point-là, la courbe est entièrement au-dessus. Alors quand on dit au-dessus, ça veut dire pour une même valeur de x ou pour une même verticale. Vous voyez que vous aurez toujours le point de la courbe
quand vous regardez sur une verticale comme ça, le point de la courbe est toujours au-dessus du point de la tangente. Pourquoi est-ce on n'a pas pris ça comme définition? Parce que j'aurais peut-être que je changerai l'année prochaine, parce que je pense que les séquentes c'est plus compliqué. On fait souvent référence aux tangentes, mais les tangentes ce n'est valable que quand elles existent, les tangentes. Autrement dit, vous savez qu'il faut que les fonctions soient dérivables. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus général la convexité dans le cas où des fonctions ne sont pas dérivables. On peut aussi parler de convexité, mais nous au lycée, on ne s'intéresse qu'à des fonctions dérivables, et donc on retiendra qu'une fonction sera convexe sur un intervalle lorsque la courbe est entièrement au-dessus de chacune de ces tangentes. J'ai pris cette tangente-là, j'aurais pu prendre celle-là. Vous voyez, quand je prends cette tangente-là, la courbe, elle est encore au-dessus. Et si c'est valable partout pour n'importe quel point, on dira que la fonction est convexe. Ça, c'est graphique. Et pour le démontrer, il suffit de démontrer que la dérivée seconde est positive. Bon, alors maintenant, à quoi ça sert? Eh bien, regardons la différence. Vous avez évidemment la même chose pour les fonctions concaves. Concave, ça veut dire la dérivée est décroissante, la dérivée seconde est donc négative, ou une manière de dire, pour la courbe est entièrement au-dessous, en dessous de chacune de ces tangentes. Et donc, regardons un tout petit peu ce que ça signifie, ce que ça raconte. Si on devait comparer, regardez, ici, je vous fais les deux cas, peut-être ça vaudra le coup de les rajouter, mais les rajoutez pas tout de suite. Sur un intervalle, voilà une fonction convexe. Sur cet intervalle, voilà une fonction concave. Regardez les tangentes, graphiquement. Vous voyez que je prends une tangente ici, la courbe est entièrement au-dessus. Là, je prends n'importe quelle tangente en n'importe quel point. Et là, vous voyez que la courbe est entièrement en dessous de la tangente. Donc celle-ci est convexe. Et là, c'est concave. Là, on parle de la fonction. D'accord? F convexe, F concave. Et vous voyez bien que dans les deux cas, j'ai fait des fonctions croissantes. Donc la convexité, ça raconte, dans le cas de ces deux fonctions croissantes, ça raconte la manière dont ça croît. Regardez ici, qu'est-ce qu'on peut dire de la croissance? Elle accélère. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi elle accélère? Parce que la croissance est croissante. La croissance est croissante, c'est parce que la dérivée est croissante. Regardez, la dérivée, c'est le coefficient directeur d'une tangente. Et si je me décale, si j'augmente ma valeur de x, ça veut dire que je me décale comme ça. Regardez mes tangentes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se redressent. Et ça indique ce type de courbure, ce type de croissance-là. Je vous ai dit que quand vous démontrez qu'une fonction est croissante, un phénomène qui est croissant, eh ben on a besoin de savoir, ok, est-ce que c'est convexe ou est-ce que c'est concave? C'est pas du tout la même chose. Vous voyez bien, avec cette histoire de coronavirus, c'est pas la même chose quand on vous dit que la courbe elle est en train de faire ça, ou que la courbe elle est en train de faire ça. Si on compte le nombre de cas, on préfère avoir quelque chose de concave parce que c'est en train de au contraire de s'aplatir. On vous dit la courbe s'aplatit. On est dans le cas d'une fonction concave. Quand vous avez une fonction convexe, ça veut dire que la croissance s'accélère, comme c'est le cas de la fonction exponentielle. Donc on parle souvent de croissance exponentielle. Ok? Donc, on rajoute, dans ce chapitre-là, en terminale, on va rajouter maintenant le fait que on ne va pas seulement étudier les variations d'une fonction, savoir si elle augmente ou si elle croît ou elle décroît. On va rajouter l'étude de la convexité, de la concavité, de la convexité. Des fois, on dit étudier la convexité, ça veut dire savoir sur quel intervalle elle est convexe et sur quel intervalle elle est concave. Hein. Et on dit le mot convexité, il va aussi pour les deux. Donc, on retient une chose, c'est que f convexe, c'est équivalent à f seconde positive, que f concave, c'est équivalent à f seconde négative. Donc, des études de signes, vous allez en faire dans ce chapitre. Vous allez en faire quand vous devez étudier les variations d'une fonction. Vous allez en faire quand vous voulez étudier la convexité d'une fonction. Évidemment, une fonction peut ne pas être que convexe ou que concave. Elle peut être convexe sur certains intervalles,
puis concave sur d'autres intervalles. Faites-moi ce petit schéma-là qui illustre quand même. Vous ne l'avez pas fait. Et même si entre les deux, il y a les variations de f' qui font le lien, souvent, on ne regarde pas les variations. On peut, c'est bien de se dire que f concave, c'est la dérivée seconde qui est négative. Autrement dit, ça veut dire que la dérivée première est en train d'être décroissante. Mais, dans l'étude pratique, on se ramène souvent à l'étude de signe. La bonne nouvelle, c'est que finalement, étudier la convexité, c'est pas plus dur qu'étudier les variations d'une fonction. C'est juste qu'on descend d'un degré dans la suite des dérivés. On avait f, f', f seconde. Il faut juste redériver une deuxième fois, donc attention, risque d'erreur possible. Mais finalement, le signe de f' va donner des informations sur les variations de f. Le signe de f seconde va donner des informations sur la convexité de f. Et quand on a les deux informations, on peut avoir une idée beaucoup plus précise de l'allure de la courbe. Si vous démontrez qu'une fonction est croissante entre 0 et 5, mais que vous montrez que cette fonction elle est convexe entre 0 et 3, puis concave entre 3 et 5, et que vous savez qu'elle passe par ce point-là et par ce point-là, vous pouvez dire, ok, elle est convexe, puis concave, tout en étant croissante. Changement de convexité en un point. On en parlera, on ne va pas le faire maintenant. J'ai déjà raconté beaucoup de choses, on va faire juste un petit exemple. Mais voyez que là, avant vous démontriez qu'elle était croissante entre 0 et sur 0,5. Maintenant, vous allez pouvoir préciser justement la courbure. Est-ce que la courbure s'accélère? Est-ce que la croissance s'accélère? Est-ce que la croissance décélère? Ça va? Ok, on fait un exemple d'application directe et puis pour aujourd'hui, on aura assez travaillé. Alors un exemple, c'est simple, on prend une fonction et on se pose la question d'étudier sa convexité, ses variations, on va faire tout ça. Regarde si je vois une fonction qui me semble peut-être plus intéressante qu'une autre. Prenons une fonction, je vais faire un truc simple. Alors, exemple. Donc, on va prendre une fonction qui est définie sur R par f de x qui vaut exponentielle de moins 2x plus 3. Prenons cette fonction. Donc on veut faire et le tableau de variation, savoir les variations évidemment, et puis la convexité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Cette fonction, elle est on rédige pas tout parfaitement. Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait que cette fonction, elle est dérivable sur R comme... On pourrait dire comme composée, c'est une composée, composée de deux fonctions dérivables sur R. Elles sont toutes les deux dérivées sur R. Ou comme fonction de la forme exponentielle de U avec U qui est dérivable sur R. Vous voyez que voilà, il n'y a pas de problématique particulière. Donc, pour tout x appartenant à R, que vaut f' de x. Allez, vous me la donnez là? Moins 2 fois exponentielle de moins 2x plus 3. Est-ce que c'est difficile d'étudier les variations de cette fonction? F. Non, parce que le signe de la dérivée, c'est très rapide. C'est strictement négatif. Moins 2, c'est strictement négatif. L'exponentielle, c'est strictement positif. Je ne le rédige pas bien. Ça, c'est strictement négatif. Ça, c'est strictement positif. Par produit, c'est strictement négatif. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de F? Directement, sans faire de tableau, elle est strictement décroissante sur R. Ok.
Mais vous savez que être décroissante sur R, on peut l'être en étant convexe, en étant concave et en étant avec des changements de convexité. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va la redériver. Cette fonction f', elle est encore dérivable sur R puisque c'est moins 2 fois une exponentielle qui est elle-même dérivable sur R. Donc on peut dériver une deuxième fois. Et on va obtenir f seconde de x. Donnez-moi f seconde de x. On dérive moins 2 exponentielle moins 2x plus 3. Léo? Oui, c'est moins 2. J'écris comme l'étape, c'est moins 2 fois exponentielle de moins 2x plus 3. Ok, il y a le moins 2 qui est ici, qui était un coefficient multiplicateur. Et puis après, quand on dérive exponentielle de moins 2x plus 3, on retombe sur moins 2 exponentielle de moins 2x plus 3. C'est-à-dire, et tu as raison, c'est 4 exponentielle de moins 2x plus 3. Cette fois, c'est la dérivée seconde. Son signe va nous donner une information sur la convexité. Qu'est-ce qu'on peut dire de son signe? Ah oui, c'est strictement positif. Ça et ça, c'est strictement positif. Donc tout ça, c'est strictement positif. Conclusion, qu'est-ce qu'on sait? On sait que f est convexe sur grand R. Et voilà, on a nos deux informations. Vous voyez que c'était pas très dur. On dérive, on a les variations, c'est strictement décroissant. Il n'y a pas de tableau de signes à faire parce que on a des choses relativement simples. Et donc, graphiquement, là, si je devais la dessiner, cette courbe, une fonction qui soit décroissante et convexe, à quoi va ressembler une courbe décroissante convexe? Décroissante, on voit à peu près. Convexe, ça veut dire que la courbe est au-dessus de ses séquentes. Ouais, exactement. Obligatoirement, ça va être un truc comme ça. C'est ça, être décroissante convexe. C'est-à-dire qu'elle est décroissante de gauche à droite, elle la descend de gauche à droite et elle a une décroissance qui diminue. Puisqu'elle est convexe, en fait, il faut plutôt penser à vous pensez uniquement à vos séquentes là, tangentes, excusez-moi, voilà, ça me... Et vous voyez qu'elle doit être au-dessus de n'importe quelle tangente. Si elle est et là, vous voyez bien qu'il nous faut une courbure comme ça. Si vous aviez fait une courbure comme ça, elle serait en dessous de ces tangentes. Nous, elle doit être au-dessus. Ça va? Donc, vous voyez bien que les deux, quand on couple les deux informations, là, c'est beaucoup plus facile de donner l'allure plus précise de ma fonction et donc du phénomène qu'elle raconte. Allez, on va s'arrêter là. On va écrire un ou deux travail à faire pour mardi. Donc pour mardi. Et puis vous irez manger. Si vous mangez maintenant, vous? Vous n'allez pas manger. Donc, pour mardi, on sera mardi combien alors? On sera mardi 8, non? Pour mardi 8 décembre. Vous surveillerez quand même, puisque là on ne se revoit pas, vous surveillez les mails par rapport, si jamais il y a une décision qui est prise, savoir quand est-ce que vous revenez, etc. Et par rapport à la date du contrôle. Si jamais on reprenait tous ensemble la dernière semaine, les élèves ne feraient pas leur contrôle la semaine prochaine, mais on le ferait tous ensemble quand vous revenez. Je vais sûrement le mardi. Oui? J'espère en fin de semaine. J'espère que la décision par la direction sera prise au plus tard vendredi soir. Normalement, voilà, on va le savoir vite. De toute façon, moi, sinon, je fais le contrôle avec les autres jeudi prochain. Dans tous les cas, pour vous, ça ne change pas grand-chose. Vous l'aurez le mardi. La seule chose, c'est... voilà. C'est important dans le sens que si jamais on ne fait pas le contrôle avec l'autre groupe jeudi prochain, on aura un cours normal. D'accord? Et puis, voilà, déjà. Alors, pour mardi 8, qu'est-ce que vous allez me faire? Donc lundi soir, il y a le conseil de classe pour les terminales G2. N'hésitez pas à poser des questions ou à donner des informations à M. Vidaret ou à moi si besoin avant le conseil de classe. A priori, c'est surtout les problèmes d'orientation qui nous intéressent.
Mais il peut y avoir autre chose aussi, hein. J'ai des difficultés à suivre en distanciel, des choses comme ça, c'est important qu'on le sache parce qu'on va parler de vous, évidemment, au conseil de classe. Alors, vous me faites, si j'arrive, voilà. Donc, de toute façon, je les avais marqués un peu ici. Hein. Donc, il y avait 65, voyons voir. Vous allez me faire le 67, page 242. Donc la consigne est simple, dans le 67, c'est pour chaque fonction définie et 2 fois dérivée a priori, étudier la convexité de la fonction. D'accord? Donc c'est ça qui nous intéresse. On va aussi faire vous me faites le 69, page 242. Ça, c'est avec un petit graphique voilà, sur la concavité et la convexité. Bon, c'est rien, ça se fait en une ligne, hein. C'est très très rapide. J'aimerais bien un truc un petit peu plus intéressant, un peu plus complet quand même. Ouais, et puis par exemple, le 72, page 243. Voilà. D'accord, tout ça qui parle de convexité et de variation. Allez.